Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 août à la une de l'actualité. D'abord, énergie, l'extension du port pétrolier de Skikda et ses projets annexes visent à accompagner les ambitions d'exportation de la Sonatrach. Le port accueille des navires plus importants et enregistre une dynamique au premier semestre de l'année en cours. Les détails dans quelques instants. La famine déclarée officiellement à Gaza par l'ONU. La situation dramatique dans l'enclave est le résultat de l'escalade des agressions sionistes contre les Gazaouis ces derniers mois et le blocus exercé par l'occupant israélien. Nous ferons le point depuis Gaza où des centaines de milliers de déplacés tentent de survivre. Nous irons ce soir à Bni Hawa sur le littoral de Chlef, une région à grand potentiel touristique qui intéresse grandement les investisseurs privés. Certains projets ont déjà vu le jour. Reportage à la fin de cette édition. Rencontre dans ce journal avec un des ferronniers du village d'Ihitoussen. Alamdan pratique ce métier depuis 72 ans, un héritage familial qu'il fait vivre au quotidien et grâce à ses nombreuses créations. Portrait tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, énergie. Pour entamer notre journal, l'un des principaux ports pétroliers du pays, le port de Skikda, a enregistré une importante dynamique lors du premier semestre de l'année en cours. Les travaux d'extension qu'il a subis lui permettent d'accueillir des navires de plus en plus grands, augmentant ainsi les volumes exportés. D'autres projets sont également en voie de réalisation pour accompagner les ambitions de la Sonatrach. Aïcha Boubliq et Badia Amardi. L'Algérie s'impose de plus en plus sur le marché énergétique mondial grâce à la stratégie adoptée par le groupe Sonatrach dont l'un des points cardinaux est le renforcement des capacités de production mais aussi d'exportation de ces complexes, notamment celui destiné à la liquéfication du gaz naturel de Skikda, le GL1K. L'extension du deuxième plus grand port pétrolier du pays après celui d'Arzeu a permis le chargement de 35 navires au cours du premier semestre 2025. Le nouveau quai est désormais capable d'accueillir des méthaniers de grande taille allant jusqu'à 220 000 mètres cubes de capacité de chargement. Depuis sa mise en service, il a permis l'expédition de 35 navires de taille moyenne. Cette infrastructure permet le chargement et le déchargement de tous les produits, notamment le gaz naturel liquéfié. L'essence, le gasoil, le fioul, le pétrole brut ou encore le condensat de gaz. Sonatrach a consacré une enveloppe financière de 53 milliards de dinars à ce projet, dont les travaux ont été confiés à une société chinoise spécialisée dans l'ingénierie portuaire. Le complexe produit annuellement 4,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié ou l'équivalent de 30 000 mètres cubes jour destinés au marché extérieur. D'autres projets stratégiques accompagnent l'extension du port pétrolier de Skikda à l'exemple de ce réservoir d'une capacité de 150 000 mètres cubes. المشروع يشرف على نهايته ونحن في حدود 81% من نسبة إنجاز المشروع يهدف أساسا إلى. Ce projet est en phase finale affichant un taux de réalisation de 81% et permettra d'augmenter la capacité de stockage au niveau du nouveau quai de chargement pour honorer les engagements de la compagnie Sonatrach vis-à-vis de ses partenaires. الذي تم استكماله حتى نستطيع الوفاء بالتزامات شركة سوناتراك حسب Nous sommes au niveau du nouveau réservoir d'une hauteur de 45 mètres. Il est équipé de 4 pompes avec une capacité de chargement de 2000 mètres cubes chacune. Et pour réduire son empreinte carbone, le projet intègre une unité de récupération et de recyclage des gaz évaporés, une innovation qui s'inscrit dans la stratégie de Sonatrach pour adopter des solutions technologiques avancées et limiter les émissions. Derrière chaque étape de ce chantier, des ingénieurs et cadres algériens mobilisés
Objectif, honorer les engagements contractuels du groupe, élargir la présence de l'Algérie sur de nouveaux marchés et garantir son statut de fournisseur fiable et stratégique pour l'Europe et au-delà. Clôture de la 9e session du TICA 2025 à Yokohama au Japon, édition à laquelle a pris part le Sahara occidental et où l'unité du rang africain était réaffirmée, et ce malgré les manœuvres marocaines. Le ministre de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises y a présenté l'expérience algérienne sur la voie du développement. Nordine Wadha a exposé les chiffres positifs réalisés dans l'économie nationale et les facteurs de croissance grâce aux réformes structurelles entreprises. L'ONU déclare officiellement ce vendredi la famine à Gaza. Selon ses experts, plus d'1 demi-million de personnes dans l'enclave affrontent des conditions catastrophiques. Le niveau de détresse alimentaire le plus élevé, caractérisé par la famine et la mort, selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un organisme de l'ONU basé à Rome, un chiffre qui devrait monter à 641 000 d'ici fin septembre. Petia Amarni. Pour la première fois au Moyen-Orient, une famine a été officiellement déclarée à Gaza selon les Nations Unies. Plus de 640 000 personnes seront plongées dans la famine d'ici la fin septembre. Déjà aujourd'hui, 1 demi-million de Palestiniens vivent dans des conditions assimilées à la faim catastrophique. It is a famine. The Gaza famine. C'est une famine, la famine de Gaza, une famine qui aurait pu être évitée si seulement on nous en avait donné la possibilité. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières, bloquée par une obstruction systématique. Une famine à quelques centaines de mètres seulement de camions débordant dans une terre fertile. C'est une famine qui frappe d'abord les plus vulnérables. Chaque victime a un nom, chaque victime a une histoire. Une famine qui arrache la dignité avant d'arracher la vie, qui oblige un parent à choisir quel enfant nourrir, qui pousse des familles à risquer leur vie pour une poignée de nourriture. C'est une famine que nous avons annoncée encore et encore, une famine cachée aux yeux du monde parce que les médias internationaux ont été empêchés d'en témoigner. Ce n'est pas du passé, c'est une famine en 2025, la famine de notre siècle, surveillée par des drones, sous l'ombre de la technologie militaire la plus avancée de l'histoire. Une famine qui n'est pas accidentelle mais intentionnelle, une famine invoquée ouvertement par des dirigeants israéliens qui en font une arme. C'est une famine sous nos yeux à tous, une famine qui concerne le monde entier. Cette famine est prévisible, elle est évitable, elle est fabriquée par la main de l'homme, nourrie par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l'indifférence et entretenue par la complicité. La famine de Gaza n'est pas seulement la leur, elle est la nôtre, elle nous entre à tous. Il est déjà trop tard pour beaucoup trop de vies, mais pas pour tout le monde à Gaza. Ça suffit. Au nom de l'humanité, laissez-nous entrer. It is too late for far too many, but not for everyone in Gaza. Enough. For humanity's sake, let us in. Chez les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition aiguë a quadruplé en quelques mois pour atteindre 16,5%. Ils sont 320 000 à être directement menacés. 55 000 femmes enceintes ou allaitantes sont elles aussi en danger vital. Les conséquences se comptent déjà en vie humaine. Au moins 147 personnes, dont 88 enfants, sont mortes de faim. Et depuis mai, plus de 1000 Palestiniens ont été tués en tentant simplement d'accéder à de la nourriture. L'agriculture est à l'arrêt. 98,5% des terres cultivables de Gaza sont désormais détruites ou inaccessibles. Nous nous mobilisons contre la famine que nous subissons. Tous les jours, nos enfants courent après les aides humanitaires et ils reviennent épuisés ou morts. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est extrêmement grave. Des milliers de personnes sont mortes de faim. Des enfants, des personnes âgées, des femmes, personne n'est épargné. Nous souffrons du manque d'eau, de nourriture et de tous les produits de base. J'ai 70 ans et je fais la queue tous les jours pour un peu d'eau pour les enfants. Je risque ma vie pour un bout de pain. Je n'ai rien mangé depuis hier. Je n'ai ni farine, ni lentilles, ni riz. Les secouristes ont faim, les journalistes aussi. Tout le monde a faim. Si on décide d'aller chercher quelque chose à manger, on en paye le prix de nos vies. Mon cousin a tenté sa chance. Il a été tué aussi.
Une population entière se bat pour survivre. À Raza, le mot famine n'est plus une menace, mais une réalité. Le temps presse avant que les chiffres d'aujourd'hui ne deviennent les tragédies de demain. Et cette situation tragique est le résultat de l'escalade des agressions sionistes contre les Razaouis. Ces derniers mois, les forces d'occupation tentent de prendre le contrôle total de l'enclave en poussant la population à des déplacements massifs. Plus de 796 000 Palestiniens ont été forcés à quitter leur quartier depuis mars dernier et essaient de survivre dans des conditions inhumaines. Le point depuis Raza avec notre correspondant Wissem Abouzaïd, commentaire de Meissal Boual. Plus de 200 familles palestiniennes déplacées vivent dans ce camp de la ville de Deir el-Balah, au centre de la bande de Raza. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un simple amas de ruines et tout ce que les déplacés avaient pu sauver de leurs maisons détruites a été réduit en cendres après un raid aérien mené par l'aviation sioniste. Des familles entières se retrouvent sans abri dans une scène qui illustre la double tragédie du déplacement forcé et de la mort. Voyez dans quelle situation nous nous trouvons. Aucune place convenable pour nous, rien de correct. Voilà notre réalité. Nous sommes contraints de rester dans la rue ou sous une tente, si toutefois nous arrivons à en trouver une. Je vais ramasser le peu d'affaires qu'il me reste et partir. Je ne sais même pas où aller. Aucun endroit n'est sûr désormais. L'armée sioniste avait désigné la zone où se sont réfugiés les déplacés comme une zone sûre. Un mensonge qui révèle le sort incertain de plus d'1 million de Palestiniens à Raza, assiégés de toutes parts et qui se préparent aujourd'hui à faire face à une nouvelle invasion. Sauvez ce qu'il reste de la bande de Raza, arrêtez ce génocide et cette famine que nous subissons quotidiennement. Chaque jour, nous subissons l'horreur de l'extermination. Hier, c'était le quartier de Jabalia, avant-hier celui de Sabra et aujourd'hui, c'est l'exode forcé vers l'ouest de Raza. Chaque jour, la souffrance s'amplifie. Des foules entières venues du centre de l'enclave et de la ville de Raza se rassemblent pour crier d'une seule voix « Arrêtez la guerre, arrêtez le massacre, arrêtez le génocide contre notre peuple ». Plus de 60 000 citoyens ont été tués à Raza, des centaines de milliers d'autres blessés, tandis que des dizaines d'hôpitaux sont hors service et que la majorité des écoles ont été détruites. Les mesures imposées ont attisé la colère de la rue palestinienne. Des cortèges massifs ont rassemblé les syndicats locaux pour dénoncer l'opération militaire et l'invasion annoncée de la ville, perçue comme une menace supplémentaire qui ne ferait qu'aggraver les exactions à l'encontre des déplacés. Aujourd'hui, le peuple palestinien fait face à un plan de déplacement forcé, de massacre et d'extermination. C'est pourquoi nous lançons un ultime appel à la communauté internationale pour protéger les civils de la bande de Raza. L'invasion annoncée de Raza ne se résume pas à une opération militaire. Elle porte en elle la promesse de nouvelles tragédies humaines et le risque d'effacer une ville entière de la carte. Car envahir Raza, c'est aussi anéantir l'âme du peuple palestinien et le berceau de son identité. Retour dans le pays pour parler télécommunications à Oran précisément. Raccordement en fibre optique dépassant les 85%, modernisation des bureaux de poste et amélioration de l'accueil. Le secteur fait une mise à jour grâce à une batterie de mesures appliquées dans la wilaya. Il s'agit de proposer des services de qualité, soutenir également les jeunes étudiants et talents à travers des espaces de coworking entièrement équipés. Reportage de Yasmine Armli. Soucieux de stimuler l'innovation, le secteur des télécommunications soutient les étudiants, chercheurs et porteurs de projets en leur offrant des espaces adaptés, donnant lieu à des échanges d'idées, d'expériences et de savoir-faire. On remarque un progrès notable dans la qualité des services et de l'accueil, avec même la création d'espaces dédiés au divertissement. Le secteur met les bouchées doubles pour répondre aux besoins d'une société en pleine mutation numérique, réseau optimisé, services diversifiés et technologies interactives. L'objectif est clair, tout est mis en œuvre pour faciliter le quotidien des citoyens et des entreprises. Le service est bien, le personnel est accueillant. Il y a une progression. L'installation de ce distributeur automatique de billets à Oran reflète la volonté de l'État de simplifier le quotidien des citoyens via Algérie Post, tout en diminuant l'affluence dans les bureaux.
EMS Champion Post Algérie a connu une progression remarquable au niveau mondial. L'Algérie s'est classée le 14e parmi 177 pays selon l'Union postale universelle. Le secteur des postes et télécommunications a mis à leur disposition 153 bureaux de postes à travers le territoire de la Wilaya et tous raccordés en fibre optique et dotés d'un distributeur automatique. Oran est en train de vivre les dernières semaines de raccordement. Nous avons un taux d'avancement de la Hiberek de 85%. C'est bientôt le commencement de la fin. Nous serons raccordés, Inch'Allah, très prochainement, peut-être le début du mois de septembre, à 100%. Un engagement fort pour garantir des services accessibles à tous, reposant sur la modernisation, la fiabilité des réseaux et le renforcement des compétences des acteurs du secteur. Et la numérisation touche tous les domaines, y compris ceux où le papier est roi. La bibliothèque principale de Tiaret s'est dotée d'un nouveau système de classification et de recherche. Il facilite grandement la vie aux usagers. Ils sont au moins 17 000 adhérents, principalement des étudiants et amoureux des livres, qui se disent totalement satisfaits du dispositif moderne. Mourad Ablos et Amela Sefta. Un simple clic et le titre du livre s'affiche. Pour cet étudiant, la recherche d'ouvrages n'a jamais été aussi facile. Une avancée rendue possible grâce aux dispositifs modernes de type RFID, identification par radiofréquence, utilisés dans les grandes bibliothèques à travers le monde. Avec un fonds documentaire dépassant les 40 000 exemplaires, la bibliothèque Mohamed El Mili s'impose aujourd'hui comme l'un des pôles culturels les plus importants de la région. Nous vivons à présent à l'ère du numérique. Ce nouveau système nous a vraiment simplifié la vie. Autrefois, je passais beaucoup de temps à chercher un ouvrage, alors qu'aujourd'hui, il suffit de quelques clics. Cela nous facilite grandement nos recherches et nos exposés. Il suffit simplement de saisir le titre ou le nom de l'auteur dans la barre de recherche et le résultat apparaît aussitôt. On peut même emprunter des livres à distance. En plus du système RFID, la bibliothèque a récemment renforcé ses équipements en développant un site électronique permettant la recherche et l'emprunt des ouvrages à distance. Avec près de 17 000 adhérents, ce lieu du savoir s'impose comme un espace privilégié pour promouvoir la lecture, accompagner chercheurs et étudiants et encourager le public à renouer avec le livre. En intégrant les services numériques et les nouvelles technologies, la bibliothèque Mohamed El Mili ouvre ainsi une nouvelle page où tradition du livre et modernité numérique s'écrivent ensemble. Et nous vous emmenons à présent à Achlef qui attire dernièrement de nombreux investisseurs privés. Ils souhaitent faire du littoral une destination estivale de choix et le potentiel est là. L'exemple ce soir à Bnihawa où une plage a été entièrement réaménagée pour accueillir les vacanciers dans un cadre agréable. Badia Armandi. C'est dans ce beau décor, au niveau de cette plage à Bnihawa, que cet investisseur privé a choisi de planter ses parasols et ses tables. Mettant les estivants au cœur de ses priorités, il n'a ménagé aucun effort pour aménager cette plage acquise en concession. Tout est mis en place pour accueillir les estivants dans de bonnes conditions. Il y a un engouement des estivants. Les familles viennent ici pour profiter de la plage et de la sécurité. Nous avons mis tous les moyens à leur disposition. Ici, les familles profitent pleinement de leurs vacances pour nager, se détendre et prendre un bain de soleil après une longue année de labeur. Oui, la plage elle est propre, calme. C'est pas bien فجينا ولا صح une plage magnifique هايلة يعني même نقية. La mer est belle, j'adore nager. Face à la mer, un projet important est en cours de réalisation par ce même investisseur dans le cadre du programme national des zones d'expansion touristique, Z. Lancé en 2018, ce projet a commencé à prendre forme timidement à cause de la pandémie de Covid-19 avant de reprendre effectivement et à une cadence soutenue en 2022. C'est entre mer et forêt que sont justement implantés hôtels et bungalows. Le projet consiste à la réalisation d'un hôtel de 50 chambres et de 105 bungalows. L'hôtel comportera aussi des annexes telles que piscine, aire de jeu,
de jeu. Ou le l'hôtel, il y aura aussi des activités telles que le sauna, la terrasse. On a bénéficié de cette assiette à l'occasion d'ouverture et création des aides au niveau de la Dara de Bni Hawa. En principe, il y a 6 aides. En 2018, on a eu le permis de conserver. Inch'Allah, d'ici une année, Inch'Allah, on va l'ouvrir, Inch'Allah. Ce projet intégré est un plus pour le parc hôtelier de la wilaya de Chlef, qui connaît chaque année un rush d'estivants curieux de découvrir les trésors naturels des régions de Tness et de Bni Hawa. Et on fait un tour dans les camps de vacances pour les enfants algériens issus de l'immigration. Ils viennent de partout pour passer du temps dans leur pays d'origine, y compris depuis la Tunisie voisine. Un séjour pour renouer avec leurs racines et s'imprégner de leur histoire et leur culture. Mariam Zouich, Maïsal Bouahla. Bien que vivant loin de leur terre natale et installés dans différents pays, les enfants de la communauté algérienne gardent un attachement profond à l'Algérie. Chaque été, leur retour au pays en est l'illustration, à l'exemple de ce groupe venu de Tunisie pour visiter Béjaïa le temps des vacances. من تونس فرحانة برشا اللي باش ندخل لبلادي اللي هي زي وسقفوا مع عرايس قصر أول مرة نمشي لها الجزائر فرحانة برشا ونحب نكتشف الآثار نتاعها ومعناها الأماكن والبلايص الكل ونوجه تحية تامة الرئيس عبد المجيد تبون والله فرحان برشا اللي أنا أول مرة باش نمشي لبلادي. C'est une tradition née du soin et de l'attention que les plus hautes autorités du pays portent aux Algériens où qu'ils se trouvent. De nombreux enfants de la diaspora ont été reçus dans les camps estivaux à travers différentes wilayas côtières. Des séjours riches en émotions, alliant la joie des retrouvailles avec la patrie et l'enthousiasme de découvrir ou redécouvrir chaque facette du pays de leurs ancêtres. Je suis contente de venir dans le pays de mon père et ma mère et mes grands-parents. La plage aussi, Heila, Mashallah. Makla Benina ou Douraya. On est parti à la piscine, on a vu des musées. Plus qu'un été, la transmission d'un héritage. Cette initiative va au-delà des simples colonies de vacances. L'occasion de semer les valeurs nationales, nourrir la fierté de l'identité et affirmer l'appartenance à un pays qui leur ouvrira toujours grand ses bras. Et on termine notre journal par une rencontre avec l'un des ferronniers du village d'Ihitoussen. Ramdan pratique ce métier depuis 72 ans, un héritage familial qu'il fait vivre au quotidien avec chaque geste et chaque création qu'il mène à terme. Il a accueilli notre journaliste Badia Amarni dans son atelier. Reportage. Ramdan a accepté de nous ouvrir l'atelier du village Ihitoussen à Bouzgane pour nous montrer ce savoir-faire hérité de père en fils qui est la forge. Un métier pénible certes, qui résiste malgré tout au temps qui passe. Dans ce lieu aux murs noircis par les années et la chaleur de la forge, le martèlement régulier du marteau résonne comme une vieille chanson qu'il connaît par cœur. Ahmed Ramdan, 86 ans et ferronnier depuis 72 ans. À l'âge de 14 ans, il se passionne pour ce métier. Fasciné par l'étincelle jaillissant de l'acier chauffé à blanc, il décide que le fer sera son compagnon de vie. Il continue de venir tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, dans son atelier de Tejmaat. Chaque outil raconte une histoire. Le vieux marteau à manche usée, la pince tordue par des décennies d'usage ou encore l'enclume polie par des milliers de coups. Le forgeron à Kharrata. J'ai travaillé 25 ans. Le fellah avec le forgeron. S'il n'y a pas le forgeron, il n'y a pas le fellah, il ne peut rien faire. C'est un métier, c'est de l'or. C'est de l'or. Mais grâce, le charbon, ça manque le charbon. Malgré son âge avancé, Ahmed Ramdan tire encore la chaîne pour souffler l'air en continu afin d'alimenter le brasier du four. Une fois que ce dernier tient, il passe aux autres étapes. Fondre le fer pour façonner sous nos yeux une pioche. Ses mains sont marquées, rugueuses, mais d'une précision étonnante. Sur cette table de travail, le métal s'incline, subit les coups du marteau pour lui donner forme aiguisée. Vient alors le tour de la ligne.
L'objet est ensuite trempé dans l'eau pour le solidifier. Je suis issu d'une famille de forgerons comme beaucoup d'entre nous. Il arrive que nous quittions notre village pour nous installer ailleurs et faire évoluer ce métier ancestral. Akhrata, Stif, Rasloued et bien d'autres régions. Les enfants apprennent l'art auprès de leur père, parfois en faisant appel à un ouvrier pour les assister. Nous fabriquons toutes sortes d'outils destinés aux agriculteurs de la région de Bouzguen sans être rémunérés. Nous attendons la saison de la récolte du fellah comme part de paiement. Si la récolte est bonne, on bénéficie d'une part, sinon on se contente de ce que les agriculteurs nous donnent. Lorsque nous allons récupérer notre marchandise, l'agriculteur nous réserve un accueil chaleureux autour d'un bon repas. Cet espace chéri par Amir Mdan est le reflet de toute la passion qu'il éprouve pour ce métier malgré sa pénibilité. Il renferme d'anciennes pièces qui portent la signature discrète de son art ou réalisées par d'autres forgerons du village. Un musée improvisé pour faire découvrir aux nouvelles générations ce métier ancestral. Belaïd et Saïd sont venus de Dra' al-Mizan pour s'imprégner du talent de ce maître forgeron. Oui, je suis vraiment impressionné vu l'âge de M. Amir Mdan, 86 ans. Il est encore, masha'Allah, toujours en forme. Donc, nous nous sommes imprégnés de ce métier grâce à Amir Mdan, à qui nous souhaitons longue vie. Nous sommes contents que ce métier résiste encore au temps. Nous espérons que Amir Mdan transmettra cet art ancestral aux jeunes générations. Pour Amir Mdan, la ferronnerie est un langage où chaque courbe raconte une histoire et où chaque soudure scelle un morceau de mémoire. Cet artisan infatigable n'a jamais compté ses heures parce que pour lui, le jour où il cessera de travailler le fer, il cessera aussi de respirer. Vive GSK, vive l'Algérie. Vive l'Algérie aussi, hein. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.